Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Lundi 14 mars 2016, mesdames, messieurs, bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler de la sécurité en Afrique occidentale avec 7 attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Après donc Bamako, Ouagadougou, maintenant c'est Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Les attaques terroristes s'étendent au-delà de la zone sahélo-saharienne. Plusieurs victimes sont à dénombrer dans cette attaque de la station balnéaire, lieu de rassemblement très populaire en Côte d'Ivoire. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Que s'est-il passé? D'autres pays africains sont-ils des cibles potentielles? Comment répondre à cette pressante menace djihadiste? Voici quelques questions auxquelles vont tenter de répondre nos invités qui sont au nombre de 4. Ousmane Cornéo, spécialiste en sécurité du Sahel, Serge Daniel, journaliste écrivain spécialiste des questions liées au terrorisme, Baba Dakono, chercheur analyste, Didier Dassoumou, journaliste à Abidjan, il était présent sur le lieu lors de l'attaque. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation et vous avez Gagné Kanté à la technique. Le grand dialogue. AQMI a donc revendiqué l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Cet attentat qui aurait fait au moins 16 morts, 14 civils et 2 policiers. Hier, dimanche 14 mars, il y aurait parmi les victimes des ressortissants français, allemands, burkinabés, maliens et camerounais. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est victime d'une attaque terroriste de ce type. Nous sommes avec Didier Dassoumou. Est-ce que Didier est en ligne? Oui, bonsoir. Bonsoir Didier Dassoumou. Alors, merci de votre disponibilité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement hier à Grand Bassam? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, j'étais présent sur les lieux, comme beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'expatriés qui vivent ici. J'étais en week-end à Bassam, donc je suis arrivé à Bassam depuis samedi. Et donc, c'est le dimanche 13 mars, autour de 13h précisément, quand la plage était vraiment bondée de monde, que l'attaque s'est déroulée. Et j'ai eu la chance parce que j'avais commandé de la nourriture, donc je partais en chambre prendre ma douche avant le déjeuner. Et c'est lorsque je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel que les tirs ont commencé. Didier, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, on va essayer de rejoindre Didier Dassoumou d'Abidjan. Ousmane Cornéo, on a entrepris quand même cette revendication d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Que peut-on dire aujourd'hui de ces attaques en Côte d'Ivoire? Oui, il faut reconnaître depuis l'attaque de l'hôtel Radisson, en passant par ensuite celle de Ouaga, c'est toujours le même groupe qui revendique. Cela veut dire que parmi tous ces groupes qui existent dans le Sahel et qui opèrent dans toute la bande, ça doit être le groupe le plus opérationnel. Et puis, il revendique avec des précisions. Et quand l'attaque a eu lieu, pendant que la Côte d'Ivoire disait qu'il y avait 6 terroristes neutralisés, et en revendiquant, ils ont bien précisé 3. Et en finalité, il s'agit de 3 terroristes. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre ce groupe au sérieux, très au sérieux, et que toutes les opérations d'embarquement dans la zone doivent prendre des dispositions spéciales par rapport à ce groupe. Parce qu'il s'agit vraiment de ce groupe qui constitue aujourd'hui l'épine dans le pied de la sécurité, de la sous-région. Baba Dakono, vous êtes analyste-chercheur. AQMI encore, AQMI, que peut-on dire aussi de votre côté sur ces attaques de Grand Bassam? Déjà par rapport à l'attaque de Grand Bassam et en Côte d'Ivoire, c'est que c'était bien malheureusement prévisible depuis un certain temps qu'il y aurait une attaque. La Côte d'Ivoire était dans le collimateur des groupes terroristes pour plusieurs raisons qui ont été expliquées de nombreuses fois. Mais par rapport à AQMI, je pense que la puissance de AQMI se confirme davantage par rapport s'il y avait des doutes par rapport à sa puissance, et que ce soit AQMI qui revendique cette attaque, ça démontre tout simplement qu'aujourd'hui,
ce qu'on craignait depuis très longtemps, c'est que le Sahel était seulement un rempart. Le Sahel n'est pas la seule cible de ces groupes terroristes. Il y a les pays occidentaux, mais il y a aussi les autres pays africains. Donc ils aillent au-delà donc, des limites acceptées par tous des frontières du Sahel. Ce n'est pas surprenant, mais ça démontre qu'ils sont tout aussi, parce que c'est quand même loin de cette région sahélienne. C'est différent de pouvoir faire une attaque à Bamako ici, avec comme base arrière le nord du Mali. C'est différent de faire des attaques même en Algérie, c'est différent de faire des attaques au Niger ou au Tchad. La Côte d'Ivoire présente des caractéristiques qui ne sont pas maliens, qui ne sont pas nigériens, qui ne sont pas sahéliens du tout. Donc ça démontre aujourd'hui que AQMI peut faire beaucoup de mal aujourd'hui et qu'ils ont une très grande capacité, notamment opérationnelle. Parce que ce qu'on a vu selon les premiers témoignages, c'est que c'était une attaque très bien organisée, bien ciblée et surtout l'heure à laquelle elle est intervenue et que ce soit seulement 3 personnes qui parviennent à faire ça. Malgré le fait qu'il faut quand même le reconnaître, la réactivité, la proactivité des services de sécurité ivoiriennes appuyés par d'autres, bien entendu, c'est que AQMI a démontré qu'elle demeure une organisation puissante, capable de faire mal là où on l'attend peut-être le moins. Ousmane Cornéo, justement à la Côte d'Ivoire, qui ne fait pas partie de ces pays du Sahel, où l'on pensait quand même que Al-Qaïda au Maghreb islamique avait très peu d'influence, qui est attaqué aujourd'hui. Vous, en tant que spécialiste en sécurité, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, il faut reconnaître qu'en fait que le terrorisme ne s'attaque pas aujourd'hui seulement qu'au Sahel. Le terrorisme est international, est devenu mondial. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en fait, l'une des caractéristiques du terrorisme, c'est d'abord, on n'arrive pas à répondre à la question pourquoi. C'est ça même la vraie définition du terrorisme. On ne sait pas pourquoi. Donc ça veut dire qu'il y a des raisons qu'on ignore. Ils ont des cibles bien précises. Et, par exemple, s'ils avaient besoin de faire peur ou bien de tuer des Occidentaux, la Côte d'Ivoire est mieux indiquée que le Mali. Et surtout que moi je connais très bien cet hôtel, j'ai séjourné à Grand Bassin. Et je sais les dimanches à l'heure à laquelle il y a eu cette attaque-là, et combien de personnes y sont, et combien d'Européens, et combien d'Occidentaux y sont. Et moi, quand ils m'ont dit qu'il n'y a qu'un Français, comment il s'appelle, et puis un Allemand, j'étais étonné. Je me disais peut-être sûrement que l'affluence a diminué. Parce qu'avant là, il y avait plus d'Européens dans cette plage-là que d'Africains. Donc ça veut dire qu'ils visaient des Européens, sachant qu'avec les attaques du Mali et du Burkina, sûrement des dispositions seraient prises pour la capitale, Abidjan. Donc là où on aurait pris le moins de dispositions, c'était sûrement Grand Bassin. Et ils l'ont choisi à juste titre et je crois qu'ils l'ont bien frappé. Alors, Serge Daniel, il semble que la liaison ait été établie avec Serge Daniel, qui est journaliste, écrivain, spécialiste des questions liées au terrorisme. Serge Daniel, AQMI qui frappe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à Grand Bassam, sur cette plage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Serge Daniel, vous êtes avec nous? Alors, on va demander à la technique d'essayer de joindre Serge Daniel. Pour l'heure, Didier Dassoumou, qui est journaliste à Abidjan.net et qui était présent sur les lieux. Didier, il y a quelques spéculations qui parlent quand même de 16 morts. D'autres sources parlent de un peu plus de morts que 16. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, cet après-midi même, le gouvernement a produit, a organisé un conseil des ministres extraordinaire. Donc, ce conseil des ministres, un nouveau bilan faisant état des 18 morts a été annoncé, au lieu de 16 morts annoncés hier, en fait. Donc, aujourd'hui, le gouvernement a revu à la hausse le nombre de morts liés à cette attaque. Nous étions sur les lieux. Aujourd'hui encore, nous sommes retournés à Bassam, rencontrer des populations, rencontrer certains témoins qui ont vu de plus près l'événement. Et en tout cas, cette tendance à la hausse des victimes, on a entendu de plus en plus, puisque beaucoup de témoins estiment qu'il y a, selon ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, estiment qu'il y a plus que 20 morts au moins liés à cette attaque. Et cet après-midi sur les lieux,
il y avait encore une opération de déminage qui était en cours. On a entendu des détonations aux alentours de 14h, 15h aujourd'hui. Donc les policiers scientifiques continuent de récolter des éléments de preuves tout le long de la plage, mais également une section de déminage était à l'œuvre pour n'est-ce pas, déminer ou faire sauter quelques engins laissés sur la plage par les terroristes. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous les suspects, Didier Dassoumou, ont été appréhendés ou tous les terroristes neutralisés? C'est ce qu'affirme le gouvernement. Nous avons rencontré également, les populations que nous avons rencontrées aujourd'hui ont affirmé qu'un des assaillants qui se serait retranché dans le quartier le plus proche de la plage, c'est-à-dire quartier France de Bassam. C'est comme ça que le quartier s'appelle. Donc c'est le premier quartier quand on vient de la plage. Et là, que les populations affirment avoir aperçu un des assaillants avec une Kalachnikov qui s'était retranché dans une maison inachevée et qui avait tenté de jeter ses armes et de se changer. Et donc une fois sorti de sa cachette, il a été accueilli par les policiers. S'agit-il d'un assaillant, oui ou non? La question reste posée, mais les populations dans ce quartier ont affirmé effectivement qu'il faisait partie des assaillants et qu'il a été abattu par la police. Pour le reste, les gens que nous avons vus sur la plage, et sur cette plage de Bassam, il y a beaucoup, en plus des clients, beaucoup de jeunes Ivoiriens ou d'autres nationalités qui vendent des objets d'art. Et ces personnes-là ont pu voir de plus près ce qui s'est passé. Donc pour ces personnes-là, il serait difficile d'affirmer que des assaillants ont été abattus, puisque pendant 1 heure, il y a eu des coups de feu et quelques temps après que la police est arrivée sur les lieux. Donc est-ce que effectivement la police a pu abattre ces personnes ou est-ce que ces personnes ont eu le temps de s'échapper? C'est qu'a affirmé un témoin aussi que nous avons rencontré aujourd'hui, c'est que pendant que les assaillants étaient en train de rafaler sur les populations, l'un d'eux a pris une balle par inadvertance qu'avait tiré son coéquipier, entre guillemets, et cet assaillant-là se serait retourné et a battu lui-même l'un de ses compagnons. Donc, sur le terrain, aujourd'hui encore, voilà un peu ce qu'on a entendu. Et j'aimerais aussi abonder dans le même sens que l'un de vos invités qui a dit tout à l'heure que les assaillants ont frappé là où c'était moins protégé. Effectivement, depuis 1 mois environ, on a remarqué à Abidjan que les dispositifs sécuritaires étaient de mise devant tous les hôtels. Il y avait des forces spéciales devant tous les grands hôtels fréquentés par les Européens. Il y avait des forces spéciales, il y avait des dispositions. On constate de plus en plus de caméras de surveillance dans les rues à Abidjan, à certains carrefours. Donc effectivement, Bassam était une proie facile. Et aujourd'hui, en cette période de chaleur, il y avait du monde sur toutes ces plages. Merci Didier Dassoumou. Nous allons prendre quelques secondes de pause avant de retrouver donc nos invités dans ce studio. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani, on est donc le 14 mars. Vous êtes au Grand Dialogue. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On parle aujourd'hui de la sécurité en Afrique de l'Ouest et de cette menace djihadiste qui s'étend au-delà même des frontières des pays sahélo-sahariennes. Nous sommes avec donc 4 invités. Serge Daniel, il est journaliste écrivain. On a enfin pu le joindre au téléphone. Ousmane Corneo, spécialiste en sécurité du Sahel. Baba Dakono, il est chercheur analyste. Et Didier Dassoumou, journaliste à Abidjan.net. Alors, Serge Daniel, est-ce que vous êtes avec nous, Serge Daniel? Ah, il semble on l'ait perdu. On va essayer de le joindre encore. Ousmane Corneo, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de baromètre de la sécurité, justement, dans nos pays? Quelque chose qui pourrait indiquer l'état de la sécurité auquel on peut se fier? Bon, il faut reconnaître qu'il n'y a jamais eu de sécurité à 100%. Il y a toujours eu un grain d'insécurité, dans la mesure où le vécu même et le modèle de vie des populations même constituent parfois des facteurs d'insécurité. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut que les gens comprennent que le monde a changé, que les valeurs même de vie et les conditions et les facteurs de vie ont changé. Donc, il faut aussi que les hommes changent. Avant, on disait, écoutez, il faut la liberté.
la liberté d'expression, la liberté de circulation. Et toutes ces libertés doivent aujourd'hui adjoindre un autre facteur, c'est la précaution. Or, les gens croient qu'en prenant des dispositions de sécurité, cela veut dire qu'il ne faut pas prendre de précautions. Aujourd'hui, en toute chose qu'on fait, il faut la précaution. Il faut ajouter la précaution comme autre dimension de vie. Et je donne un exemple. On appelle toutes les dispositions dans les hôtels ou bien dans les checkpoints dans le nord du Mali. Mais chaque fois que les terroristes attaquent, on les prend au dépourvu. Ça veut dire qu'ils ne prennent aucune disposition. Et il essaie d'avoir des armes et puis de laisser les armes et puis aller dormir. Les armes ne servent à rien, ça veut dire qu'on n'a pas pris les précautions. Donc désormais, on doit adjoindre à tout acte aujourd'hui la précaution. La liberté, tout ce que tu dis aujourd'hui, il faut le dire avec beaucoup de précautions. Tout ce que tu fais aujourd'hui, il faut le faire avec beaucoup de précautions. Partout où tu vas aujourd'hui, il faut prendre la précaution. Et j'ai l'impression que nos agents et ceux qui s'occupent de la sécurité n'ont pas pu gérer cet aspect de précaution. La précaution est très très importante. Quels que soient les moyens dont vous disposez, si vous ne prenez pas les dispositions, les précautions, ces dispositions risquent d'être insuffisantes. Baba Dakono, un changement de comportement, donc a dit Ousmane Cornéo. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que d'autres pays africains, sinon ouest-africains, pourront éventuellement être des cibles potentielles pour ces extrémistes religieux? Oui, mais avant d'y répondre, je vais quand même revenir un peu par rapport à l'entame de mon propos, ce que je disais, ce que Cornio a ajouté, sur le fait que oui, aujourd'hui, le terrorisme, je crois, il est mondial, il frappe un peu partout. On est d'accord sur ce fait. Hier, pendant qu'on parlait de ce qui se passait à Grand Bassam, en Turquie également, il se passait des choses. Donc un peu partout dans le monde aujourd'hui, les terroristes frappent, qui fait aujourd'hui, je crois, la première préoccupation de presque tous les pays pour faire face. Mais on parlait spécifiquement de AQMI, qui aujourd'hui a eu cette audace, cette capacité à agir en dehors de cette zone sahélienne, qui lui facilite et qui présente les caractéristiques zone à laquelle il était habitué et dans laquelle il pouvait agir de façon tout à fait quasi normale, avec le nord du Mali et certains autres poches comme base arrière. Aujourd'hui, qu'ils aillent au-delà de ça, c'est ce que je disais, ça démontre aujourd'hui la capacité d'AQMI à s'exporter en dehors de cette région sahélienne, et qui me permet d'essayer de donner des éléments de réponse par rapport à votre question, Ousmane, sur le fait que est-ce que d'autres pays sont menacés aujourd'hui. Je crois que la question, on répond par l'affirmatif. Aujourd'hui, c'est la question, je crois, il y a quelques mois qu'on posait ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'estimer être en sûreté quelque part dans le monde? Je pense que c'est difficile à dire oui. C'est quasi impossible. La menace, elle est partout. Et je pense qu'il faut doubler de vigilance, comme disait Cornio tout de suite, changer de comportement. Mais moi, je mets dans cette expression comportement le renforcement du dispositif de renseignement. Parce que, encore une fois, il faut le rappeler, si aujourd'hui on dit que les attaques en Côte d'Ivoire étaient prévisibles, c'est qu'il y a quelques semaines, l'attention a été attirée par un autre pays sur le fait que la Côte d'Ivoire, de possibles attentats en Côte d'Ivoire, revenaient dans plusieurs discussions qui ont été interceptées. Donc, c'était important, c'est pourquoi le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire a mis en place un dispositif qui, d'ailleurs, je suppose, a permis cette réaction rapide, un plan un peu comme ce qui se faisait en France, un plan comme Vigipirate avait été déployé en Côte d'Ivoire. C'est ce que notre ami de Côte d'Ivoire disait tout de suite, avec le renforcement de la sécurité au niveau de certains points. Malheureusement, le point qui a été négligé a été un peu négligé par rapport à d'autres, a été le point qui a été attaqué. Donc ça démontre également que les assaillants avaient bien préparé, ils étaient là depuis un certain temps, donc ils ont certainement échangé, ils ont certainement partagé des plans. Donc ça rappelle combien il est important de coopérer, non seulement au niveau des pays, mais également de mettre le dispositif de renseignement au cœur de cette stratégie, en plus d'autres points qui doivent être relevés dans la lutte antiterroriste. Il semble que la liaison ait pu être établie avec Serge Daniel. Serge Daniel, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, non, mais ce qui s'est passé à, je ne sais pas si vous m'entendez, mais ce qui s'est passé à Bassam est quand même terrible. Il fallait attendre à cela. Les autorités ivoiriennes avaient pris des mesures, il y a eu plusieurs attentats qui avaient été déjoués, mais ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit du globe, parce que le principe, c'est que c'est une guerre asymétrique que les gens sont en train de mener, et on sait maintenant, on a quelques éléments de précision. C'est bien le groupe El Mourabitoun d'AQMI, parce que quand on dit El Mourabitoun, quand on dit AQMI, quand on dit le Front de libération du Masséna, quand on dit en Sardine, quand on dit l'Émirat du Sahel, du Sahara, c'est exactement la même chose, parce qu'il y a des passerelles entre tous ces groupes-là. Le mode d'opération prouve que les gens sont venus probablement en Côte d'Ivoire par bus du nord du Mali, en passant par Sikasso, en venant de Mopti, en venant de Gao, de Kidal, probablement par là. Et ça prouve aussi que quand même, la lutte contre le terrorisme sera globale ou elle ne le sera pas. Alors, on va retourner du côté de Didier Assoumou. Didier, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Parfait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, là on saute de plein pied dans le second volet où on va parler des réponses justement sous-régionales. On a vu maintenant Bamako, Ouaga, maintenant Abidjan. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui une réponse sous-régionale au terrorisme? Absolument, il faut une réponse sous-régionale, vu que le problème concerne toute la sous-région. La Côte d'Ivoire était dans notre sous-région l'un des pays qui n'avait pas encore subi d'attaque. On a connu des attaques au Mali, on a connu des attaques au Burkina et un peu partout. Donc aujourd'hui, comme l'a dit l'un des participants aussi, il faut coordonner les renseignements pour arriver à juguler ce fléau qu'est le terrorisme. La Côte d'Ivoire à elle seule, le Burkina, le Mali, le Niger ne peut pas, chaque pays de façon autonome ne peut pas gérer ce problème vu la porosité de nos frontières, vu le manque d'équipement adéquat pour ce type d'attaque. Donc je pense que c'est ensemble que les pays arriveront à coordonner et à faire reculer le terrorisme dans notre sous-région. Ousmane Cornéo, est-ce qu'il faut des dispositions spéciales aujourd'hui de nos pays pour pouvoir faire face à ce fléau terroriste? Bon, il faut reconnaître quand même que dans notre sous-région, ça va être très difficile pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'entre nos pays, la CEDEAO, il y a une liberté de circulation. Ça veut dire que le Malien lambda peut se rendre partout dans les autres 14 pays sans vraiment contrôle, sans assez de contrôle. Or, aujourd'hui, on sait que le terrorisme n'a pas de couleur. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils peuvent se mêler aux populations, ils peuvent détenir un papier, il a une carte d'identité malienne, en bonne et due forme, donc il peut se déplacer comme il peut. Deuxième facteur, c'est la prolifération des armes légères. La crise que la Côte d'Ivoire a connue a permis aux armes de se disperser partout. En Côte d'Ivoire, il y a 2 fois plus d'armes illicites que d'armes licites aux mains des forces de sécurité. Au Mali, il y a 4 fois plus d'armes illicites qui circulent que d'armes aux mains des forces de sécurité. Il y a dans la sous-région, aujourd'hui, quand un terroriste veut attaquer en Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin de transporter les armes. Il peut se transporter simplement sa carte d'identité et il est capable de trouver toutes les armes dont il a besoin pour opérer sur place en Côte d'Ivoire. Donc, il fait que, bien sûr, et mes collègues disaient le renseignement, il faut le renseignement, mais il faut vraiment aussi, comme j'ai dit, le changement de comportement. Quelles sont les dispositions que les pays vont prendre? La disposition la plus, je crois, c'est la plus opérationnelle peut-être la force d'intervention rapide. On a vu, on a salué le cas, la situation par exemple de la Côte d'Ivoire. En 45 minutes, le président l'a dit, en 45 minutes, les forces de sécurité ivoiriennes ont pu être sur le terrain. Donc je crois que ce sont des dispositions comme ça qu'il faut mettre en place pour pouvoir intervenir très rapidement avant que le mal ne s'agrandisse. Mais je ne sais pas quelles dispositions, en dehors de la collaboration des populations dans le renseignement, pour pouvoir vraiment pallier à ce mal.
Baba Dakono, les rouages quand même comme la CEDEAO doivent forcément y être pour quelque chose. Est-ce que une réponse sous-régionale à travers la CEDEAO, d'autres instruments qui existent aujourd'hui dans nos pays peuvent faciliter justement cet échange-là pour endiguer ce fléau? Je pense que la CEDEAO et même l'organisation de l'Union africaine n'ont pas fini de tirer les leçons de la crise malienne. Déjà en 2012 et en 2013, avec tout ce qui s'est passé au Mali, ça a ramené cette question de la nécessité pour les pays africains, en se basant sur les organisations régionales comme la CEDEAO, d'avoir et d'opérationnaliser justement. Et à la réalisation, tout de suite, on me parlait du G5. Justement. Du G5, oui, justement. En fait, je vais finir avec la CEDEAO, d'opérationnaliser cette force d'intervention rapide. Et peut-être quelque part, le G5 a essayé quand même de tirer les leçons des limites de la CEDEAO. Parce que après, oui, les gens de la CEDEAO vont vous expliquer. Vous savez, nous, par vocation, c'est une organisation régionale primordialement économique. Après, les questions sécuritaires viennent, mais on essaie de nous y mettre. Mais on a l'impression que jusqu'à présent, le discours dépasse largement les actions qui peuvent être entreprises en coordination avec l'organisation de l'Union africaine. Donc tant que la CEDEAO lui a n'ont pas fini de résoudre ces questions, notamment de rivalité interne sur la mise en place de cette force d'intervention rapide, je crois que ce dossier ne va pas beaucoup avancer. En ce qui concerne le G5, oui, qui est en construction, qui a été pris au dépourvu 2 fois. Il y avait le jour où les attaques du Radisson se faisaient, il y avait une réunion du G5. Ils n'avaient pas fini de porter ces résultats quand l'attaque de Ouagadougou s'est passée. Il y a une semaine, il y avait une rencontre ici à Bamako qui intéressait le G5, qui avait été organisé par une organisation des Nations Unies. Donc, en fait, le G5, je crois, en construction est pris au dépourvu et va être plutôt dans la réactivité chaque fois que de penser à cette solution stratégique qui doit être pensée aujourd'hui par l'ensemble des... Oui, pour dire rejoindre Cornio, c'est difficile. Oui, les dynamiques sont très complexes et très compliquées, mais il faut y aller parce qu'on ne pourra pas faire autrement que de développer un mécanisme de coopération régionale pour combattre ce mal. Et profiter de ce qui s'est passé à Ouagadougou, en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam aujourd'hui, pour repenser la stratégie et se poser les questions sur les opérations qui existent aujourd'hui, notamment l'opération Barkhane, pour les analyser subjectivement et la mission onusienne au Mali aujourd'hui pour dire qu'est-ce que ces opérations sont en train d'apporter, comment il faut repenser aujourd'hui la lutte contre le terrorisme. Alors Didier Dassoumou, est-ce que vous êtes encore avec nous? Didier Dassoumou, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, par rapport justement à une réponse sous-régionale et dans nos pays où quand même tout est priorité et quand on voit parfois l'état de nos armées, manque d'équipement, manque de formation qualifiée, est-ce que vous pensez qu'une réponse sous-régionale aujourd'hui, notamment en termes de renseignement, pourrait nous aider à stopper ces terroristes? Je l'ai dit tout à l'heure, mais on ne pourra pas parler de stopper le terrorisme, mais éviter au maximum qu'il y ait des pertes en vie humaine parce que, comme ce qui s'est passé, c'est bien. Cela dit, nos pays, par exemple en Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale, l'armée a été, en guillemets, démantelée, ensuite reconstituée. L'un des intervenants l'a dit, beaucoup d'armes circulent encore. Avant la question des attaques terroristes, il y avait beaucoup de problèmes ici de coupeurs de route, comme on appelle, des gens armés jusqu'aux dents qui arrêtaient les cars de transport dans des villes, notamment au nord et à l'ouest. Il y avait beaucoup de cas de coupeurs de route avant les attentats en Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup d'armes en circulation. Nos armées ne sont pas assez aguerries. Et également, il faut noter que par exemple pour Grand Bassam, le camp militaire Licorne des Français est situé à 18 ou 20 km de la plage à Bassam. Donc on a vu également des forces françaises sur le lieu, aux côtés des généraux ivoiriens, notamment le général de la police, celui de la gendarmerie. Donc on peut dire que la force française a contribué également à régler la situation de ce dimanche. Mais
Comme on parle de force sous-régionale, on pourrait même parler de force internationale, vu que des Américains, des Allemands, des Français et d'autres nationalités africaines ont été touchés. Donc, au-delà de la sous-région, il faudrait que nos dirigeants pensent à travailler sur une stratégie globale de lutte contre le terrorisme, de concert avec les Européens qui sont beaucoup plus aguerris, qui ont beaucoup plus de moyens, et que nous, en fonction de nos réalités et des renseignements sur le terrain, on arrive à coordonner de façon mondiale le fléau de terrorisme. Nous allons prendre quelques secondes de pause. Une réaction, Un avis, Un commentaire, Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Lundi 24 mars, si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, vous suivez donc le grand dialogue du studio Tamani. Nous sommes en train de parler de sécurité en Afrique de l'Ouest avec cette menace extrémiste religieuse qui s'étend avec ces attaques de Grand Bassam. Alors nous allons parler maintenant justement des coalitions, des forces de collaboration entre pays encore. Ousmane Korneo, est-ce que vous pensez, vous êtes spécialiste en sécurité du Sahel, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos armées sont suffisamment outillées justement pour faire face aux menaces djihadistes de quelque sorte que ce soit? Bon, je ne pense pas que ce soit seulement un problème d'équipement. Je ne pense pas que ce soit seulement un problème d'équipement. Il y a aussi un problème de collaboration. Je donne un exemple. Avant qu'on arrive à cette situation en 2012, il y avait la CEMOC qui avait été mise en place. Et dans le cadre de la CEMOC, on avait défini l'apport que devrait faire chaque pays. Et j'ai suivi une fois une rencontre d'évaluation de cet apport. Aucun pays n'a apporté le 10e de ce qu'il devrait apporter, jusqu'à ce qu'éclata la crise en 2012. Ça veut dire que les gens se parlent, mais par derrière, il faut voir est-ce qu'il y a la volonté politique qui suit. Quel que soit le niveau d'équipement, s'il n'y a pas la volonté politique et un bon agencement de ces forces-là, une bonne gestion de ces forces, pour qu'ensemble ils travaillent en synergie, je crois que ce serait inutile. Serge Daniel, est-ce que vous êtes avec nous? Il semble qu'on ait quelques soucis à joindre Serge Daniel. Baba Dakono, aujourd'hui, que peuvent faire les populations justement pour aider à lutter contre ce fléau terroriste? Oui, c'est bien que vous me posiez la question sous ce angle, parce que moi je fais partie de ceux qui estiment que les solutions ne sont pas fondamentalement et exclusivement militaires et que la lutte contre le terrorisme inclut beaucoup d'autres facteurs, parce qu'il ne faut pas négliger le fait qu'à l'origine de la plupart, à l'origine de la montée en puissance des groupes terroristes, il y a beaucoup d'autres problèmes, notamment politiques, notamment économiques, notamment sociaux qui soutiennent la montée de ces groupes terroristes. Ce que les populations peuvent faire, on a parlé de renseignement, donc au cœur de ce dispositif de renseignement, au-delà des équipements, au-delà des soutiens techniques qui peuvent être apportés par d'autres pays et mis en œuvre par les États concernés, les populations participent largement à ce dispositif de renseignement, parce que c'est elles qui principalement peuvent fournir les renseignements. À titre d'exemple, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères ou dans le cadre de la lutte contre les trafics de tous ordres, il y a un agent des douanes qui m'expliquait il n'y a pas très longtemps que le dispositif repose à 100% sur l'information que peuvent avoir les services de douane ou les services de contrôle. Donc, et ces informations ne viennent pas des agents de douane ou des agents de sécurité. Ces informations viennent des populations. Au-delà de
de la participation des populations au partage d'informations avec les services qui sont habilités à le faire. Il y a aussi ces questions que les populations comprennent. C'est vraiment dommage qu'on ait fait tout un demi-siècle, je parle de l'Afrique, de progrès dans le domaine des libertés individuelles, et qu'aujourd'hui on en vienne quand même à demander aux populations d'accepter certaines mesures, parce que cette lutte contre le terrorisme va aller en termes de conséquences avec la restriction de certaines libertés qui ont été dans certains cas chèrement acquis. Donc les populations seront appelées à respecter ou à se conformer à beaucoup de règles auxquelles elles ne sont pas forcément ouvertes. Didier Dassoumou, vous êtes journaliste à Abidjan.net. Quand on sait que l'économie de nos pays reste à désirer parfois et que ces terroristes préparent des opérations avec beaucoup d'argent, est-ce que vous pensez que quelque part la faible économie de nos pays y est pour quelque chose? Je pense à mon pour la Côte d'Ivoire, depuis 2011, après la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a connu quand même une période de stabilité avec le premier mandat, avec les élections qui se sont déroulées sans heurts, ce qui a redonné confiance aux investisseurs qui étaient de plus en plus visibles à Abidjan. Il y a des investisseurs français, le président turc était à Abidjan il y a de cela quelques mois. Il y a les Marocains qui sont sur tous les chantiers à Abidjan. Il y a la BAD qui a fait son retour à Abidjan depuis plus d'1 an. Et donc, l'économie ivoirienne est en train de revivre, les infrastructures étaient sur les rails. Alors, peut-être que ça a attiré également l'attention des terroristes qui voulaient, à travers cet acte, faire reculer ou stagner l'économie ivoirienne et également de par l'économie ivoirienne toute la sous-région. Donc je pense qu'effectivement cette attaque était à viser des personnes, à viser des individus, mais elle a également visé l'économie ivoirienne. Et également le tourisme, puisque Bassam, comme tout le monde le sait, est la ville balnéaire où la majorité des touristes séjournent quand ils sont en Côte d'Ivoire. Ousmane Cornéo, on a vu l'aménocale de Kidal, Mohamed Aguintala, demander il y a quelques jours quand même à négocier avec ces extrémistes religieux. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Bon, vous savez que la gestion de conflits, c'est une dynamique assez complexe. Et parfois, on est obligé de céder à des choses qui, en temps normal, on ne céderait pas. Et puis, ce qui se passe aussi, il faut savoir que le temps est plus fort en médiation que les médiateurs. Ça, il faut l'apprendre. Quand un conflit dépasse 1 an, 2 ans, finalement, c'est le temps qui joue plus que les médiateurs. Et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui au nord, c'est sous l'effet du temps. Le temps amène les populations à savoir qu'en fait, que ce auquel on aspirait, c'est de l'utopie. Le temps amène à comprendre que ceux qui nous accompagnent ne sont plus de bonne foi. Ils nous ont trompés. Si c'est un laps de temps, on peut croire à ces gens. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on commence à comprendre qu'en fait que c'était des marchands d'illusions. Et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde commence à repenser, à revenir un peu sur ses premiers propos, à revenir sur ses premières positions. Et dont l'une des positions qui était de ne pas discuter directement avec les terroristes. C'est vrai que moi-même, je suis d'avis de discuter avec les terroristes. Mais je sais quand même qu'en matière de médiation, il y a toujours ce qui se passe, ce qu'on appelle la nuit, que les médiateurs eux-mêmes ne disent pas, comme les avocats le font, et qui traitent le soir avec le magistrat. Et le jour du procès, on croit que tout est passé en bonne et due forme. En matière de médiation aussi, c'est la même chose. On peut ne pas le faire de manière ouverte, c'est-à-dire négocier avec les terroristes. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît même l'agenda de ces terroristes? Pour pouvoir même discuter avec une personne, il faut quand même qu'on sache ce qu'elle veut. Est-ce qu'on a un agenda fixe pour ces terroristes? En fait, on n'a pas un agenda, mais on voit les effets. Aujourd'hui, ce sur lequel on lutte, c'est pour pouvoir atténuer ces effets.
J'ai bien dit au départ qu'en fait, la première caractéristique du terrorisme, c'est on ne sait pas pourquoi il le fait. Mais quand même, on voit les faits. Ceux sur lesquels il faut peut-être discuter, c'est de voir comment essayer d'agir sur ces faits-là, quitte même à ignorer pourquoi il le fait. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Mali, c'est le temps qui est en train de résoudre le problème. Ce n'est ni les médiateurs, ce n'est ni la position des partis, c'est le temps. Les populations sont fatiguées. Les belligérants sont fatigués. Les communautés sont fatiguées. On commence à se poser des questions sur tout ce auquel on croyait. On commence à se poser des questions sur les personnes qui accompagnaient. Et sur tout le monde. On accusait certains, mais le temps commence à faire comprendre qu'en fait, que c'est à tort qu'on les accuse. On disait qu'on avait des supports, maintenant on commence à comprendre est-ce que c'était vraiment de vrais supports. Et qui fait que moi je suis quand même dans ce travail de la médiation. Et moi, l'analyse que j'ai faite, la citation qu'on peut se faire, et tous les propos, il y a dit qu'il faut discuter, il faut négocier avec IAD ou avec d'autres terroristes. Moi, je crois quand même qu'il faut un peu revoir la stratégie. Tout le monde est fatigué. Voilà. Négocier aujourd'hui avec les terroristes, pour revenir sur les propos de l'aménocal, l'honorable Mohamed Aguintala, qui est d'ailleurs député, est-ce que vous pensez que c'est réaliste aujourd'hui de négocier avec ces terroristes, sachant que c'est quand même un reniement total de nos valeurs fondamentales telles que la laïcité? Négocier avec Iyad Agali en fait n'est pas nouveau. En janvier 2013 jusqu'au 9 janvier 2013, il était question de négocier avec Iyad Agali. C'est la progression des groupes terroristes vers le centre du Mali qui a fait sortir Iyad justement des personnes avec qui on pouvait discuter. Parce que jusque-là, on avait déterminé, on avait une liste où il y avait ceux avec qui on ne pouvait pas discuter. On avait dit à l'époque, les terroristes qui n'étaient pas maliens. Et il y avait ceux avec qui on pouvait discuter. Et justement, Iyad Agali était dans le lot de personnes avec qui on pouvait discuter. Après, on l'a sorti. Le problème de Iyad Agali aujourd'hui, c'est que oui, on l'a sorti justement des négociations, mais après... on ne sait plus exactement quel rôle il est en train de jouer sur certains autres dossiers, parce que son nom a beaucoup circulé dans la libération d'ex-otages il n'y a pas très très longtemps. Son nom continue de circuler par rapport à d'autres dossiers, et il ne faut pas également exclure sa proximité avec d'autres groupes armés, ou je ne sais plus si aujourd'hui on les appelle toujours groupes armés indépendantistes ou si c'était des groupes ex-groupes indépendantistes, bon, avec d'autres groupes armés, sa proximité avec ces groupes armés. Donc pour finir avec la question d'Iyad, c'est qu'il faut trancher. Soit on négocie avec lui en tant que chercheur, on ne peut pas aujourd'hui exclure la possibilité de négocier avec lui. Si ça doit apporter une solution, il faut négocier avec lui sur des bases clairement établies. Et si on ne doit pas négocier avec lui, il faut trancher. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question ne peut pas rester en suspens pendant 3 ans, avec des allers-retours, avec des rumeurs qui par la suite se confirment. Donc il faut définitivement trancher sur la question Iyad Agali, principalement. Didier Dassoumou, est-ce que vous pensez que c'est une option de négocier avec les terroristes très rapidement? Très rapidement, je dirais non, parce que par principe, il est hors de question d'entamer des négociations avec des terroristes pour moi. Merci. Ceci clôt donc le débat de ce jour. Je vous rappelle qu'on était en train de parler de la situation djihadiste, de l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, la menace djihadiste qui se décentralise dans plusieurs pays africains. Était avec nous Ousmane Cornéo, spécialiste en sécurité du Sahel, Serge Daniel, même si la technique, on n'a pas pu l'avoir tout le temps au cours du débat. Serge est spécialiste de questions liées au terrorisme et il est journaliste écrivain. Baba Dakono, chercheur analyste, et Didier Dassoumou, journaliste à Abidjan.net. Merci monsieur pour votre disponibilité. Pas Gagné Kanté, Salim Diouara à la technique, Lassine Sinentao à la régie vidéo, Ayouba So a réalisé cette émission. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. À demain pour notre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maundi.